Quel bilan pour l'indice de réparabilité 2 ans après sa création? Est-ce qu'il a fait évoluer les comportements des consommateurs, mais aussi des fabricants? Bonjour Quentin Guéquière. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes le président de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Cet indice, vous le connaissez bien puisque vous avez œuvré à sa création aux côtés de l'État et de tous les acteurs d'ailleurs concernés, il faut le dire. Quel bilan on peut en tirer déjà côté distributeur? Est-ce que tout le monde joue le jeu ou pas vraiment? Bah, justement, c'est une très bonne question. On a rendu un rapport en octobre dernier pour montrer pour justement savoir si les fabricants jouaient ou pas le jeu et cette enquête complétait une enquête de la DGCCRF qui a été rendue, le 27 septembre dernier et qui montre que non, 50 des distributeurs affichaient pas l'indice de réparabilité à date, donc en septembre. Nous, on a montré en octobre qu'on était même encore plus haut sur les distributeurs qu'on avait contrôlés. On était autour de 60 sur les catégories de produits qui étaient alors en vigueur. Du coup, c'était, smartphone, ordinateur, lave-linge Hublot et j'en oublie toujours un, je sais plus c'est lequel. En tout cas, les étiquettes, voilà, ne sont pas suffisamment, loin de là, affichées dans les rayons. Pourtant, les vendeurs ont l'obligation, les distributeurs, de retirer les produits depuis, janvier 2021 et depuis, 1 an, janvier 2022. Ils s'exposent même à des sanctions, de la part de la répression des fraudes. Dans les faits, il n'y a pas eu d'amende, hein. Bah, alors pour l'instant, nous, on n'a pas connaissance d'amendes qui ont été infligées. Pourtant, bah oui, elle s'expose à des amendes, 3 000 € pour une personne physique, 15 000 € si c'est une personne morale. Oui, D'ailleurs, on mais a ça reste très théorique, hein, je veux dire, pour l'instant, oui, c'est théorique. Mais justement, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'appeler à la responsabilité de ces distributeurs. C'est pour ça qu'on a fait une action coup de poing en novembre dernier, à l'entrée en vigueur sur les nouvelles catégories de produits, pour dire que c'est pas possible, ça suffit pas, qu'il faut aller plus loin. Et c'est cette responsabilité collective des distributeurs, des vendeurs, en fait, sur qui pèse l'obligation, sur lesquels on veut alerter, en tout cas. oui, il faudrait que la répression des fraudes fasse son boulot aussi et qu'elle Alors, fasse appliquer la loi. effectivement, c'est notre appel, c'est qu'on veut que la DGCCRF renforce ses contrôles pour créer un effet de mouvement, en fait, que derrière, les vendeurs se disent: «Ah bah oui, on peut pas être impuni pour ça, c'est une vraie obligation qui pèse sur nous, même si c'est nouveau, même si on a des excuses, bah, en fait, c'est la loi et il faut la respecter». Ça, c'est ce Ouais. qu'on veut. Après, distributeurs et fabricants se renvoient un petit peu la balle sur les responsabilités, non? Effectivement, il n'y a pas d'enquête pour le moment qui montre que la faute incombe particulièrement aux fabricants ou particulièrement aux On ne sait pas. distributeurs. Bah, en fait, l'enquête de la DGCCRF qui a été menée et notre enquête à nous a montré que ça pouvait être à la fois affiché sur le site des fabricants, mais pas chez les distributeurs, des fois chez les distributeurs, mais pas Ah, chez les fabricants. Donc en fait, il y a un globi-boulga là-dedans et on veut faire en sorte d'éclaircir la situation en appelant en fait la responsabilité collective. ouais, Peu importe que ce ouais, soit la faute du fabricant à ce stade ouais. ou du vendeur. Quel rôle aussi, là, pour le coup, pour les pouvoirs publics? L'État, évidemment, a un rôle à jouer. Lors du Forum de la durabilité en novembre dernier, Bérangère Couillard, la secrétaire d'État chargée de Ouais. l'écologie, a annoncé justement Ah, qu'une enquête nationale allait être menée. Merci de m'avoir un peu sifflé le mot, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors maintenant, à ce stade, on n'a pas de plus d'éléments sur ce que va comporter cette enquête nationale. En tout cas, nous, on veillera à ce que cette enquête soit une réelle avancée, une réelle poussée, pour savoir si à la fin c'est du lard ou du cochon, savoir si c'était un effet d'annonce et qu'à ouais. la fin c'est juste un coup de fil à la DGCCRF, ou s'il y avoir des ressources supplémentaires pour le contrôle de l'indice. On a parlé des distributeurs, il faut parler des fabricants. Comment est-ce qu'ils notent? Est-ce qu'ils notent correctement leurs produits? Parce que, on en vient au choix des critères, évidemment, pour établir ces notes. Il y a 5 critères, tous se valent. Or, certains critères, et je vous laisse parler, sont plus importants que d'autres. Ce qu'on a montré, c'est qu'en général, les fabricants se surnotent de 1,3 à 1,5 points en moyenne sur les Et en même sur temps, les ils en sur ce qu'on s'auto-évaluent. C'est là où, c'est comme une bizarrerie, non? ouais, complètement, ouais, ils s'auto-évaluent. Alors ça, pou ce que Des c'est, marques qui se notent elles-mêmes, on se dit qu'on ça devient vite l'école des fans, alors quoi. elles ont une grille de critères à respecter quand même. Donc elles sont quand même elles sont, 5 critères. contraintes, c'est ça, elles sont contraintes sous Bon, cette grille qu'elles doivent publier, mais c'est une synthèse, en fait. Et donc du coup, il y a des marges d'interprétation qui permettent pas de dire si oui ou non à la fin, on était sur, une note, voilà, on était à 7, en fait on est à 8. Sauf que dans le comportement du consommateur, c'est très différent d'avoir 7 ou bah, ou ou évidemment. ou 8. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'indice, il est perfectible aujourd'hui. Il est perfectible à bien des égards, notamment sur la pondération. C'est pas normal que toutes les notes, par effet de compensation, puissent se relever les unes les autres. Je prends un exemple,
la démontabilité des produits, C'est hyper important. c'est le plus important. Bah oui. À quoi ça sert d'avoir des pièces détachées à un prix abordable Si on peut si pas. derrière vous pouvez même pas ouvrir votre Ouais. appareil sans le casser? Du coup, et en fait, pourquoi on attribuerait du coup une bonne note à un appareil qui est même pas démontable? Ce qui est possible aujourd'hui d'être Ah réalisé oui. avec l'indice de réparabilité. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire relever. Il y a plusieurs options possibles, mais on veut un système de pondération, un meilleur système. Par exemple, la démontabilité serait une condition sine qua non. Côté consommateur maintenant, cette réparabilité, est-ce que c'est devenu, je me disais, un vrai critère d'achat pris en compte au début au même titre que, que le prix ou que la performance du produit, hein? Alors, il faut qu'on mette à jour nos données, mais effectivement, au 1er mars 2022, cet indice était connu d'environ 50% des consommateurs qu'on avait interrogés, et dans 3 quarts des cas, pour eux, c'était un indice qui était extrêmement utile. Du coup, on montre que oui, oui, il a une utilité, et c'est d'autant plus important À aujourd'hui l'achat, que au c'est moment de à l'achat. l'achat, ouais. Ouais. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que le consommateur, avant, avait aucun indice sur la réparabilité. Il ne pouvait pas savoir si l'appareil qu'il achetait était réparable ou pas, à Mmh. moins de se farfouiller dans des détails techniques Ouais. qui n'étaient pas accessibles au grand public. Et c'est ce que permet aujourd'hui cet indice. Il y a l'acte d'achat, puis après il y a le moment où l'article, le produit tombe en panne. Est-ce que les gens, aujourd'hui, réparent plus? Ou est-ce qu'ils vont toujours se rabattre, malheureusement, sur un produit neuf? Il y a une prise de conscience de me dire: «Oui, mais après, est-ce qu'on est à l'étape d'après, au passage à l'acte?» Justement, là, il y a encore beaucoup de travail à Ah, faire. Et ouais, ouais. on est au début là. Effectivement, ouais. Enfin, l'indice de réparabilité, il montre si ce sera réparable ou pas. Il n'y a pas encore d'études qui peuvent montrer. Il faut encore un peu de temps avant de montrer si l'indice de réparabilité a eu un effet sur l'ensemble des produits concernés sur la réparation. Parce qu'il y a d'autres facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte pour savoir si on va pouvoir réparer Le prix, le prix. il y a pas un prix psychologique, enfin un frein psychologique lié au prix où on se dit: Exactement, ouais. «Ça coûte trop cher, mieux vaut en acheter un neuf». Ouais, vous êtes très bien renseigné. Effectivement, il y a un frein Ah, il psychologique a à combien? Ma question c'est à combien est-ce qu'il est? 30% Ah, du c'est prix. 30. 30%, effectivement, c'est l'ADEME qui a montré ça, qu'au-dessus de 30%, généralement, ce consommateur se redirige vers un achat de neuf ou un achat d'un nouveau produit, en tout Et cas. c'est le cas souvent? Alors justement, si 78% des Européens souhaiteraient réparer leurs produits plutôt que d'en acheter un neuf, ça c'est une étude Eurobaromètre, mais seulement, dans les faits, 36% le font. Donc on voit qu'il y a un fossé encore, qui est assez énorme, et qu'on a encore du mal à combler. Et ensuite, cet indice de réparabilité, on finit là-dessus, va devenir, ça sera, l'an prochain, l'indice de durabilité. C'est-à-dire que désormais, on va, tester aussi si un produit, pas seulement s'il est réparable, mais aussi s'il est robuste. Mmh. Et là, on se dit, parce que c'est mieux que notre appareil ne tombe pas en panne. C'est bien de pouvoir le réparer, mais le mieux, c'est qu'il dure le plus longtemps possible et qu'il tombe le plus tard possible en panne. Ouais, complètement. Un produit peut être réparable, mais pas durable. Ouais. Et dans le sens où, votre produit, vous pouvez le réparer autant de fois que vous voulez, mais si derrière, il tombe en panne tout le temps, et parce qu'il n'est pas assez robuste, parce que Ouais. les pièces n'ont pas été assez bien conçues, ou parce qu'il a engrangé du travail, forcé, ou parce qu'il a un impact environnemental extrêmement élevé, votre produit n'est pas durable, même s'il est réparable. Donc ça, c'est des critères supplémentaires que je viens de citer, Ouais. qui doivent rentrer en ligne de compte. Et il y a un deuxième enjeu à l'indice de réparabilité, c'est, l'élévation au niveau européen. Ça, j'y tiens vraiment beaucoup. C'est que depuis l'indice de réparabilité au niveau français, le niveau européen s'en est emparé, et il y a une directive maintenant pour faire un indice de réparabilité européen. Et ça, c'est l'accès à 450 millions de consommateurs, Ouais. c'est l'accès de ces 450 millions de consommateurs à un indice de réparabilité qui concerne potentiellement des milliards de produits. Et l'Union européenne est le premier marché du monde, et c'est là que finit la chaîne de valeur de la plupart des entreprises. Et un indice de réparabilité à Donc on cette change échelle d'échelle, on change d'échelle. peut vraiment avoir un énorme effet. Merci beaucoup donc, Quentin Guéquin de passer nous voir. Vous êtes le président de l'association Hop Halt à l'obsolescence programmée. Merci, hein. Merci beaucoup à vous. Et